Bonjour, je suis Céline. Samedi dernier, ma grand-mère a eu 75 ans. Elle a préparé son propre gâteau, mis la table pour 10 personnes, allumé chaque bougie elle-même, et puis elle a attendu. Personne n'est venu. Ni ma mère, ni ma tante, ni personne de la famille qu'elle a passé sa vie entière à aimer. Ils n'étaient pas trop occupés. Ils n'étaient pas trop loin. Ils étaient sur une croisière de luxe, une croisière qu'elle avait payée. Elle pensait que c'était un cadeau pour réunir tout le monde. Au lieu de cela, ils l'ont laissé derrière, qualifiant cela de bénédiction. Je l'ai découvert des heures trop tard. J'ai annulé mon dîner de promotion ce soir-là et j'ai conduit directement chez elle. Mais ce que j'ai découvert n'était pas juste un anniversaire oublié. C'était une trahison qui se préparait depuis des années. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-moi, si votre famille avait laissé votre grand-mère comme cela, qu'auriez-vous fait? J'étais encore au bureau quand le message de maman est apparu, changement de programme. Ne te donne pas la peine de venir. Je l'ai lu 2 fois, confuse. Puis une 3e fois, plus lentement. Ma main flottait au-dessus de la petite boîte emballée sur mon bureau, un bracelet que j'avais commandé sur Etsy, personnalisé juste pour Mamie Anne. Ma poitrine s'est serrée. Aucune explication, juste ces quelques mots. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'y a pas eu de réponse. Typique. Elle n'a jamais aimé la confrontation. Une gorgée de mon café maintenant froid n'a rien fait pour m'éclaircir les idées. J'ai jeté un œil à l'horloge, 16h27. Le dîner du 75e anniversaire de mamie devait commencer à 18h. Juste 10 personnes. C'est tout ce qu'elle avait demandé. Rien de grand. Je lui ai envoyé un texto directement, j'arrive après le travail. Elle m'a rappelé. Ne te dérange pas, ma chérie. Sa voix s'est éteinte. Mamie, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une pause assez longue pour que je pense que la ligne avait été coupée. C'est juste que... Tout va bien, Céline. Je me suis juste trompé. Ils ne viennent pas. Je suppose que quelque chose est arrivé. Sa voix s'est brisée sur ce dernier mot. Je me suis figé. Qui ne vient pas? Elle a esquissé un petit rire, cassant comme du verre. Tous. J'ai repoussé ma chaise de mon bureau, me levant sans m'en rendre compte. Mais la fête? Ce n'est pas grave. Vraiment. Il n'y a que moi ici. Juste un petit gâteau. Anne, ne fais pas toute la route pour rien. Je vais bien. J'ai raccroché sans répondre. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas bien. Sa maison m'est revenue en flash, la petite table qu'elle dressait toujours, les serviettes roses brodées qui disaient la famille d'abord, les vieilles chaises de la salle à manger jamais assez pour tout le monde, mais elle les installait à chaque fois. Probablement qu'en ce moment, elle était assise dans ce silence, à attendre. Puis le coup de grâce est tombé. Par habitude, j'ai ouvert Instagram. Et ils étaient là, un carrousel de photos publiées juste 1 heure plus tôt. Ma mère, mes frères, leurs femmes, mes tantes tous vêtus de blanc, souriant, tenant des coupes de champagne devant une eau bleue infinie. Une croisière en Méditerranée. Légende, le temps en famille est précieux. J'ai laissé tomber le téléphone. Non. Pas ça. Ils n'avaient pas annulé. Ils avaient menti. Mamie n'avait pas été oubliée. Elle avait été abandonnée. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai regardé mon calendrier, mon dîner de promotion prévu pour ce soir où mon manager prévoyait d'annoncer mon nouveau poste devant la moitié de l'équipe. J'étais censé célébrer. J'ai pris le carton d'invitation et l'ai déchiré en 2. Puis j'ai attrapé mes clés. Je n'ai envoyé de message à personne. Je n'ai pas expliqué. Ni à mon patron, ni à mes amis qui attendaient au restaurant. J'ai conduit directement chez Anne. L'autoroute défilait dans un flou. Je me souviens avoir serré le volant si fort que mes jointures me brûlaient. Mes pensées n'étaient pas claires, juste du bruit. Mais une chose a percé, il ne s'agissait plus de moi. Elle ne méritait pas de rester assise là, seule. Je pensais que j'étais habitué à leur jeu. J'avais passé des années à faire semblant de ne pas remarquer quand je n'étais pas invité au voyage en famille ou quand mes frères recevaient les louanges de maman quoi qu'il arrive. Mais laisser Anne comme ça, ce n'était pas un jeu. C'était de la cruauté. Je suis arrivé dans sa rue alors que le crépuscule se fondait dans la nuit. Les lumières des Porsche s'allumaient le long de la rue. Mais la sienne restait sombre. Je me suis garé,
le moteur tournant encore. Pendant une seconde, je ne pouvais plus bouger. Et si j'étais arrivé trop tard? Finalement, j'ai coupé le contact et j'ai forcé mes pieds à bouger. Mes talons claquaient trop fort sur l'allée. Je détestais ce son. Il semblait déplacé. Puis je l'ai vue. À travers la fenêtre de sa cuisine, elle était assise à table, le dos droit, face à une pièce vide. Le gâteau était là, intact, les bougies vacillant encore, fondant en flaques de cire. Les assiettes étaient alignées comme si elles attendaient des invités. Des serviettes roses parfaitement pliées. Mais personne ne venait. Elle ne m'a pas vu la regarder. J'ai essuyé mon visage, ravalé ce qui s'était brisé dans ma gorge, et j'ai frappé doucement avant d'entrer. « Céline, je t'avais dit de ne pas venir », a-t-elle murmuré en levant les yeux. J'ai forcé ma voix à être stable. Trop tard. J'ai tiré une chaise et me suis assise comme si j'étais à ma place. Pendant un moment, aucune de nous deux n'a parlé. L'odeur de gâteau à la vanille flottait faiblement dans l'air, contrastant avec le lourd silence entre nous. Les yeux d'Anne se sont tournés vers moi mais ne se sont pas attardés. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière. Pas seulement plus âgée ou plus petite, comme si une partie d'elle s'était effondrée sur elle-même. J'ai attrapé le couteau, coupant une part de gâteau. Mes mains ont agi sans demander la permission à mon cerveau. J'ai placé la part devant elle. « Joyeux anniversaire, mamie. » Ses lèvres se sont à peine courbées. « Tu n'avais pas à venir. » J'ai placé une autre part sur ma propre assiette. Trop tard pour ça. Le tic-tac de l'horloge murale remplissait le silence, ponctué par le faible bruit de ma fourchette contre la porcelaine alors que je me forçais à prendre une bouchée. La main d'Anne a tremblé quand elle a pris sa fourchette. J'ai fait semblant de ne pas voir. Nous sommes restés assises là, à mâcher un gâteau dont aucune de nous ne voulait. Finalement, j'ai parlé doucement. « Où sont-ils, mamie ?» Elle n'a pas répondu. J'ai insisté à nouveau, plus doucement. « Où sont-ils, vraiment ?» Sa fourchette a cliqueté quand elle l'a posée. « Céline, ne me mens pas », a-t-elle soupiré. Son regard s'est porté sur les serviettes roses, sur les fleurs fanées près de la fenêtre. « C'est moi qui ai payé. » J'ai cligné des yeux. « Payé pourquoi ?» Elle n'a pas voulu me regarder. « La croisière. » Je me suis figé. « Pardon, quoi ?» Anne s'est frotté les mains lentement, comme pour se laver de quelque chose. Sa voix était plus mince maintenant. « Ta mère a dit que ce serait un voyage de guérison familiale. Qu'ils en avaient besoin. Elle a dit que ça ne me plairait pas. Trop de marche. Trop de bruit. Mon estomac s'est glacé. Tu as payé pour leur croisière ? Son hochement de tête était presque invisible. Je voulais qu'ils soient ensemble, même si je ne pouvais pas y être. Je ne trouvais pas les mots, aucun qui comptait. Je pensais qu'ils se souviendraient peut-être de moi avec tendresse. Peut-être que les petits-enfants parleraient de moi. Sa voix s'est brisée. Puis elle a cessé de parler. Elle est juste restée assise là. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Elle avait payé. Chaque sourire que j'avais vu sur Instagram, chaque toast au champagne, financé par la femme assise en face de moi qui n'avait pas été invitée. Mon esprit a dérivé malgré moi vers des années en arrière. J'avais peut-être 10 ans, peut-être moins. Je me suis souvenu être debout dans un coin à Thanksgiving, écoutant maman me présenter à un cousin éloigné comme un sel en plus. Même pas gêné, juste factuel, comme dire que le ciel était bleu. Je me suis souvenu comment Anne m'avait prise à part ce soir-là, glissant un bracelet dans ma main. Fait main. Rien de chic. Parfois, a-t-elle murmuré, être la dernière signifie que tu es la surprise. Je la regardais maintenant, de l'autre côté de la table, et j'ai réalisé pour la première fois depuis des années qu'elle portait ce même bracelet effiloché maintenant, lâche, mais toujours là. Elle ne l'avait jamais enlevé. J'ai dégluti contre la boule dans ma gorge. J'ai annulé mon dîner de promotion ce soir, ai-je dit soudainement. Elle a levé les yeux, confuse. J'étais censé célébrer avec mon équipe, mais j'ai annulé parce que je ne pouvais pas te laisser assise ici toute seule. Les lèvres d'Anne ont tremblé. Je ne voulais pas gâcher ta soirée. Tu ne l'as pas fait. J'ai pensé à ma vie alors. Chaque pas que j'avais fait, chaque heure supplémentaire au travail, chaque effort pour être remarqué par une famille qui ne me voyait que lorsqu'elle avait besoin d'une faveur. Un chèque.
Une place à remplir sur une photo de famille. À quoi est-ce que je m'accrochais encore? Je n'allais plus espérer. Le silence s'est de nouveau installé entre nous. Mais cette fois, il n'était pas suffocant. Il était las. Mes yeux ont erré, se posant sur quelque chose rangé derrière la desserte près de la cuisine. Une boîte en bois petite, verrouillée, poussiéreuse. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Anne a suivi mon regard, et son expression a changé. Elle a secoué doucement la tête. Juste de vieilles choses. Rien d'important. Elle a changé de sujet trop rapidement. J'ai laissé tomber pour l'instant. J'ai plutôt regardé son bracelet. Il tient toujours le coup, ai-je dit doucement, en le désignant d'un signe de tête. Ses doigts l'ont effleuré, doux comme un souvenir. Je ne l'ai jamais enlevé, a-t-elle murmuré. Aucune de nous n'a parlé après ça. Finalement, j'ai attrapé mon téléphone, ayant besoin de quelque chose. Une autre notification a allumé l'écran. La dernière publication de maman. Une autre photo, une autre légende, vivre l'héritage qu'elle nous a laissé. J'ai regardé fixement. Laissé. J'ai regardé Anne. Son visage, son silence, ses mains. Mamie, ai-je murmuré, sans respirer. Qu'est-ce que tu leur as laissé? Anne a dit, rien, mais ses mains ont tremblé quand elle a attrapé son verre. J'ai tendu la main sur la table, posant ma paume légèrement sur ses doigts tremblants. Elle ne s'est pas retirée. Le verre est resté là, pris entre sa prise et sa peur, comme si elle ne savait pas lequel méritait sa force. Qu'est-ce que tu leur as donné, mamie? Ma voix est sortie plus doucement que je ne l'attendais. Une pause, puis sans émotion, juste une résignation plate, tout. J'ai senti l'air changer dans la pièce. Tout, ai-je répété, bien que je savais qu'elle le pensait. Anne a hoché la tête faiblement. La maison, les locations, l'argent que ton grand-père a laissé. Je pensais que je signais des papiers d'impôt. Sa voix s'est brisée comme si les mots eux-mêmes faisaient mal à prononcer. J'ai serré sa main plus fort. Quand? Il y a des mois. Vera a dit que c'était pour aider. A dit que la paperasse devenait compliquée après 70 ans. Et tu as juste signé? Son menton s'est baissé. Je leur faisais confiance. Voilà. Simple, brutal. J'aurais dû les lire. Je ne l'ai pas fait. Ma gorge s'est nouée. Elle ne pleurait même pas. Pas vraiment. Juste assise là, petite et usée, comme si la trahison ne venait pas de se produire sur des mois, mais sur des décennies, et qu'elle venait seulement de le remarquer. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Je me suis rassise lentement, lâchant sa main parce que je n'étais pas sûr si je la réconfortais ou si je me maintenais. Elle pensait qu'il l'aimait. Elle pensait que la paperasse n'avait pas besoin d'être questionnée. Et quelque part au fond de moi, quelque chose a craqué. Je me suis levé. Céline? Je vais chercher plus de thé, ai-je menti. Mais je ne me dirigeais pas vers la cuisine. Je me suis dirigé vers la desserte à la place, où cette vieille boîte en bois reposait dans l'ombre près du mur. Je ne savais pas pourquoi. Quelque chose à propos de cette serrure poussiéreuse était resté dans mon esprit depuis le moment où je l'avais vue. Quelque chose d'inachevé. Quelque chose qui n'allait pas. Je me suis agenouillé doucement, soulevant la boîte. Elle n'était pas lourde. Derrière moi, la voix d'Anne était petite. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. Mes doigts ont trouvé le loquet. Il n'était même pas verrouillé, juste coincé par le manque d'utilisation. Une traction ferme et la boîte s'est ouverte en grinçant. À l'intérieur, des papiers et une enveloppe scellée. Je l'ai sorti avec précaution. Le papier semblait plus épais que les enveloppes modernes, plus vieux, jaunissant sur les bords. Sur le devant, dans l'écriture précise de mon grand-père, il était écrit « Dernière volonté et testament ». Mon estomac s'est noué. « Mamie », ai-je dit, en la brandissant. « Qu'est-ce que c'est » Silence. Je me suis retourné et j'ai vu son visage, pâle. « J'avais oublié », a-t-elle murmuré. Je me suis levé lentement, l'enveloppe à la main. « Tu avais oublié le testament de ton mari. » Elle a secoué la tête, impuissante. Je l'avais caché. Mon cœur s'est serré. Pourquoi? Elle n'a pas répondu. J'ai glissé mon doigt avec précaution le long du bord de l'enveloppe, l'ouvrant. Anne n'a pas bougé.
La première page était claire, mon grand-père avait tout laissé à Anne. La maison, les économies, les locations. Mais attaché au dos, tenant à peine, il y avait un codicile manuscrit. Je l'ai lu 2 fois avant de le croire. Si Anne venait à décéder, l'héritière secondaire, c'était moi. Pas Vera, pas mes frères. Moi, Céline. Anne n'avait pas dit un mot. Elle m'observait simplement lire, ses yeux brillants, ses mains se tordant jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. J'ai levé les yeux lentement. Ma voix, quand elle est venue, était rauque. Tu m'as caché ça. Je pensais que ça causerait des problèmes. Des problèmes? Elle s'est essuyée le visage brutalement. Ils ont dit que tu n'avais pas besoin de ce fardeau, que tu avais ta propre vie. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Ils ne t'ont pas seulement volé. Ils m'ont volé aussi. Elle a tressailli. Et tu les as laissés faire. Anne a craqué alors. Elle a couvert son visage de ses mains, ses épaules secouées. Pas par l'âge cette fois, mais par quelque chose de plus profond. La culpabilité, peut-être, ou le chagrin. Je ne voulais pas que tu me détestes, a-t-elle murmuré à travers ses doigts. Je l'ai regardé, et pour la première fois ce soir-là, je n'étais pas sûr de qui je détestais le plus, ma mère ou la femme en face de moi qui venait de se qualifier d'alliée. Je me suis réveillé dans le silence. Le vieux canapé a grincé alors que je bougeais, la lumière du matin traversant le salon comme des lames chargées de poussière. Pendant une seconde, je ne me souvenais plus où j'étais. Puis mes yeux ont trouvé les cartes d'anniversaire non ouvertes alignées sur le manteau de la cheminée. Différentes années, différentes écritures, toutes non ouvertes. Je me suis assise, les genoux raides. L'odeur de gâteau froid persistait dans l'air comme quelque chose de doux qui avait tourné. J'ai regardé autour de moi dans la maison d'Anne, vraiment remarquant pour la première fois à quel point peu de sa vie remplissait l'espace. C'était sa maison, mais ce n'était pas son foyer. J'attendais toujours que cela me semble familier. Ça ne l'a jamais été. Je me suis levé, j'ai traversé la pièce et je me suis versé un café qui était devenu amer depuis longtemps. Mes mains tremblaient en tenant la tasse. Je n'étais pas sûr si c'était l'épuisement ou la fureur. Avant de pouvoir m'arrêter, j'ai attrapé mon téléphone. Son nom clignotait sur l'écran, Vera. J'ai appuyé pour appeler. Ça a sonné plus longtemps que ça n'aurait dû. Puis sa voix est venue, tout en sirop et en soleil, comme si elle n'avait pas abandonné sa propre mère le jour de son anniversaire. Eh bien, regarde qui est en vie. Je pensais que tu serais trop occupé à célébrer cette grande promotion. Je n'ai pas répondu. Elle a ri légèrement. Tu as vu les photos de la croisière, hein? Magnifique, non? Première classe jusqu'au bout. J'ai fermé les yeux. Où est l'acte de propriété de la maison de mamie, maman? Silence, puis, Céline, qu'est-ce qui se passe? L'acte, les locations, les transferts de compte. Qu'est-ce que tu lui as fait signer? Son ton a changé. Plus froid maintenant, mais toujours prudent. Ma chérie, elle est vieille. Tu sais à quel point elle est confuse. Je veux dire, tu l'as vu. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille. Elle te faisait confiance. Je m'occupe d'elle. Qu'est-ce que tu crois que je fais tout ça pour? Tu ne comprends pas, Céline. Gérer des biens, des impôts, c'est compliqué. Sa voix s'est aiguisée. Elle n'a jamais voulu rien signer. Ne la laisse pas t'entraîner dans sa chute. Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. J'ai raccroché. Pendant longtemps, je suis resté là, le téléphone lourd dans ma paume. Ma respiration était irrégulière. Pas de larmes. Pas encore. Juste ce sentiment creux, râpeux, qui vous laisse trop fatigué pour pleurer. J'ai su alors. Elle n'était pas confuse. Elle était stratégique. Chaque rejet en douceur, chaque déviation, chaque mensonge enveloppé d'une sollicitude maternelle, ce n'était pas négligé. C'était calculé. J'ai posé le téléphone lentement. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. J'ai erré dehors avant même de réaliser où mes pieds m'emmenaient. Le quartier avait l'air le même que toujours. Des pelouses soignées, des clôtures écaillées, le carillon occasionnel flottant sous le soleil du matin. J'ai commencé à frapper aux portes. Madame Peterson, 2 maisons plus loin, a ouvert la première. Ses yeux ont passé de mon visage à la rue. Je suis désolé pour votre grand-mère, a-t-elle dit.
Ma voix s'est brisée. Vous saviez. À propos de quoi, ma chère? Qu'elle a tout cédé. Elle a hésité. Je pensais, eh bien, votre mère a dit que c'était plus sûr comme ça. Je suis parti sans dire un autre mot. À la maison suivante, et à la suivante, c'était la même histoire. Nous pensions que c'était ce qu'elle voulait. Elle a dit que vous viviez dans un autre état, a dit que votre grand-mère ne gérait pas bien. Même des étrangers avaient été complices de son effacement. À midi, je me suis retrouvé assise sur les marches de son Porsche, regardant le vide. Je pouvais retourner à Chicago. Je pouvais laisser tout ça derrière moi. Prétendre que ce n'était pas mon problème. Mais alors, de qui était-ce le problème? Parce qu'Anne n'était pas confuse, et je n'étais pas absente. J'étais en colère. J'ai sorti mon téléphone à nouveau, pas pour appeler ma mère cette fois. J'ai composé le numéro de mon bureau. Quand la ligne s'est connectée, j'ai parlé sans hésitation. J'avais annulé mon dîner de promotion ce soir-là, de manière permanente. Sa voix n'était plus douce. Céline, écoute attentivement. Tu as travaillé dur pour construire ta vie. Ne laisse pas de vieux fardeaux t'entraîner vers le bas. Je suis resté immobile dans le couloir d'Anne, sa photo de mariage encadrée accrochée de travers à côté de moi, l'odeur de poussière et d'air froid m'entourant comme de l'électricité statique. Les mots de ma mère n'étaient pas une suggestion. C'était un avertissement. Je sais que cela semble dramatique en ce moment, a-t-elle continué, le sirop se transformant en acier. Mais tu n'as pas besoin de te mêler d'affaires de famille que tu ne comprends pas, laisse-nous nous en occuper. Prends soin de toi. J'ai fermé les yeux. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone jusqu'à ce que ça fasse mal. Tu l'abandonnes. Une pause. Elle est fatiguée, Céline. Tu le seras aussi. Puis la ligne est devenue silencieuse. J'ai baissé le téléphone lentement. Mon corps tout entier était étrangement immobile. Il n'y avait même pas encore de colère, juste un poids dans ma poitrine, épais et suffocant. J'ai erré dans la cuisine sans réfléchir. La maison était trop silencieuse, à l'exception du bourdonnement du vieux réfrigérateur, et c'est là que je l'ai vue. Anne, assise sur le porche dans sa fine chemise de nuit, les pantoufles à moitié enfilées, ses épaules frêles voûtées, sa peau pâle contre le gris du matin. Je ne me souviens pas avoir bougé. J'étais juste soudainement dehors, agenouillé devant elle. Mamie. Ses yeux étaient vitreux, sans mise au point, les lèvres tremblantes. Elle regardait au-delà de moi. Je pensais que tu ne venais pas. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Ma voix s'est brisée quand même. Je suis là. J'ai enroulé mes bras autour de son corps mince, la soulevant doucement, sentant à quel point elle était devenue légère. La portant à l'intérieur, je l'ai allongée sur le vieux fauteuil inclinable. Sa respiration était superficielle mais régulière. Elle m'avait attendu. Pas seulement maintenant, depuis des années. Après avoir mis une couverture sur elle, j'ai cherché ses médicaments, pour réaliser que je ne savais pas où ils se trouvaient. Ses armoires étaient chaotiques, des flacons de pilules mélangés à des vitamines périmées, des papiers fourrés entre les tiroirs. Je me suis retrouvé à ramper sous son lit, à moitié affolé. C'est là que je l'ai vue. Une boîte en métal vieille, lourde, verrouillée, mais rouillée. Je l'ai traînée dehors. La poussière a recouvert mes mains alors que je tâtonnais le loquet. Il a cédé avec un claquement métallique. À l'intérieur se trouvaient des documents, pas dans des dossiers, pas organisés, juste empilés. J'ai attrapé le premier papier, le cœur battant pour des raisons que je ne comprenais pas. Des actes de propriété. La maison, les locations. Son nom. Et le mien. Je me suis figé. Elle m'avait co-signé la maison. J'ai feuilleté la pile. Des formulaires de procuration médicale, non signés. Elle n'avait jamais donné à ma mère le contrôle légal. Elle n'avait pas cédé son avenir, pas officiellement. Au fond de la boîte, une liste était griffonnée de son écriture tremblante. J'ai lu chaque ligne, anniversaire de Céline, manqué. Noël, pas d'appel. Dîner annulé. Oublié bracelet. Ma gorge s'est serrée jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Elle avait tenu le compte. Chaque déception, chaque abandon. J'ai levé les yeux pour la voir me regarder, les yeux à peine ouverts, des larmes perlant dans les plis de ses joues. Ton nom. Ça devait être à toi. Je me suis laissé tomber sur le sol à côté d'elle,
les papiers éparpillés comme des confettis autour de moi. La maison était silencieuse, à l'exception de sa respiration laborieuse. J'ai regardé à nouveau les actes de propriété. Elle ne les avait pas signés pour eux. Elle les avait signés pour moi. J'ai attrapé sa main. Elle semblait fragile, comme celle d'un oiseau, dans ma paume. Je suis désolé, mamie. Ses yeux se sont fermés en papillonnant. Plus maintenant. Je suis restée assise là pendant longtemps, sa main blottie dans la mienne, la lumière du matin rampant lentement sur les murs, comme si même le soleil n'était pas pressé d'atteindre cette maison. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Mais quelque chose en moi a changé. Quand l'aube est venue, je me suis levé et j'ai soigneusement rangé les documents dans mon sac. Je me tenais dans le hall de la banque ce matin-là, tenant l'enveloppe en papier craft comme si elle pesait plus que mon propre corps. La climatisation bourdonnait au-dessus de moi, l'odeur de papier d'imprimante et de café rassis flottant dans l'air, et je me souviens avoir pensé à quel point cela semblait surréaliste. Je n'étais pas là pour ouvrir un compte d'épargne. Je n'étais pas là pour discuter des taux d'intérêt. J'étais là pour récupérer ce qui n'avait jamais appartenu à personne d'autre. Suivant, s'il vous plaît. Je me suis avancé sans parler. La guichetière était polie, d'âge moyen, l'attente de quelqu'un, peut-être. J'ai posé les documents avec soin, les glissant vers elle sans un mot. Ses doigts se sont déplacés avec expertise alors qu'elle parcourait les papiers, l'acte de copropriété, les documents originaux d'Anne, une preuve d'identité. Elle a levé les yeux une fois, a croisé mon regard, puis a hoché doucement la tête. Vous êtes inscrite ici comme copropriétaire. Sa voix n'était pas surprise. Souhaitez-vous mettre à jour l'adresse de communication? J'ai hoché la tête. Mon adresse et mes autorisations de gestion de compte. Retiré entièrement Vera Sheridan. Une autre pause. Une lueur de compréhension a traversé son visage. Compris. Elle a imprimé des formulaires. Je les ai signés sans les lire. Non pas parce que je lui faisais confiance, je ne faisais plus confiance à personne, mais parce que la paperasse n'avait plus d'importance maintenant. Ma détermination en avait. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué. J'ai signé. Quand ce fut fait, elle s'est légèrement penchée en arrière. Bien, a-t-elle dit doucement, en glissant le dossier vers elle. Quelqu'un la protège enfin. J'ai reculé. Mes mains étaient stables maintenant. Je suis sorti dans la matinée de Houston sans regarder en arrière. Au moment où j'ai atteint la rue d'Anne, mon téléphone a vibré. Une fois, puis deux fois. Une troisième fois. Je l'ai ignoré. Mais quand j'ai atteint son Porsche, j'ai vérifié par habitude. Ce n'était pas un texto de Vera. C'était pire. Elle avait publié sur Facebook. Une fille qui ne rend jamais visite pense maintenant qu'elle sait mieux que tout le monde, disait le message. C'est drôle comme les gens apparaissent quand il y a de l'argent en jeu. En dessous, un smiley. J'ai senti le sang quitter mon visage. Le fil de commentaires s'allongeait déjà. Des gens que je connaissais, des connaissances de l'église, d'anciens voisins. Oh non, pas Céline. Elle avait l'air si gentille. Peut-être que quelqu'un devrait prendre des nouvelles d'Anne. Pauvre petite. Un autre message est arrivé d'un ancien collègue. Tu vas bien? Les gens parlent. Je me suis assise sur les marches d'Anne, fixant l'écran. Je ne sentais rien. Pas d'embarras, pas même de fureur. Ils la croyaient. Les gens la croyaient toujours. J'ai pensé à répondre, à rédiger un message soigneusement formulé expliquant tout. Puis j'ai fermé l'application. Pas cette fois. Je ne me défendais plus. Je la défendais, elle. À l'intérieur de la maison, Anne s'est agitée doucement dans sa sieste. Je me suis levé. En fin d'après-midi, j'étais assise dans un modeste bureau qui sentait légèrement l'huile de citron et les fauteuils en cuir usé. L'avocat en face de moi, recommandé par la voisine âgée d'accent grave côté, a examiné les documents en silence pendant près de 10 minutes. Finalement, il a parlé. Ceux-ci sont valides. Elle n'a jamais signé les formulaires de procuration, ce qui signifie que légalement, personne n'a actuellement la tutelle ou le contrôle financier. J'ai hoché la tête une fois. Je veux que ça change. Il a ajusté ses lunettes. Êtes-vous préparé à la réaction? Oui. Il a hésité, puis a poussé un ensemble de formulaires vers moi. Commençons. J'ai signé. Je n'ai pas tremblé.
Je n'ai pas douté. Le soir, j'étais de retour chez Anne. Elle dormait paisiblement dans son fauteuil inclinable, le doux sifflement de la machine à oxygène étant le seul son dans la pièce. Je me suis assise à côté d'elle, les papiers sur mes genoux, et je l'ai regardée respirer. Puis mon téléphone a vibré. Message vocal. J'ai appuyé sur lecture sans réfléchir. La voix de Vera a rempli la pièce. Calme. Trop calme. Tu le regretteras, Céline. Une pause. Je te le promets, tu le regretteras. Le message s'est terminé. J'ai regardé le téléphone dans ma main pendant un long moment. Je le regrettais, mais pas pour la raison qu'elle pensait. Je ne regrettais pas de protéger Anne, mais je regrettais d'avoir pensé que ce serait aussi simple. La lettre est arrivée le lendemain matin, une convocation officielle. Vera contestait l'ordonnance de tutelle d'urgence. Elle voulait qu'elle soit annulée. Ma première réaction n'a pas été la colère. C'était quelque chose de plus lourd, de plus froid. Je suis restée assise là en silence, le papier sur mes genoux, relisant les mots comme s'ils allaient changer entre deux clignements d'yeux. Requérante, Vera Sheridan. Même après tout, ma mère voulait une bataille judiciaire. Et pire, une partie de moi doutait de moi-même. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'avais outrepassé mes droits. Je n'étais pas avocate. Je n'étais pas faite pour les tribunaux de la famille. J'étais juste la fille qui n'appelait jamais assez, comme Vera aimait le rappeler aux gens. Et si le tribunal me voyait de cette façon, aussi? J'avais besoin de clarté. J'ai conduit jusqu'à la maison d'Anne sans réfléchir, j'ai juste conduit. Je ne me souviens ni des virages ni de la circulation, seulement de m'arrêter devant et de la voir assise près de la fenêtre, regardant le vide. Je l'ai trouvée dans son fauteuil inclinable, à moitié endormie, son cardigan boutonné de travers, ses pantoufles dépareillées. Mamie. Ses yeux se sont ouverts en papillonnant. Oh, ma petite fille. Elle l'a dit si doucement que j'ai failli le manquer. Puis elle m'a serré la main. À ce moment précis, tout a basculé en moi. Ce simple contact était plus lourd que la lettre dans mon sac. C'était pour elle que je me battais. Je suis resté avec elle ce matin-là, l'aidant à siroter du thé, lui brossant les cheveux pendant qu'elle somnolait à nouveau. Mais quand mon téléphone a vibré, je l'ai vu. Une autre publication en ligne de Vera. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. À la place, je suis sorti, laissant la porte moustiquaire claquer derrière moi, et je suis juste resté là sur le porche. Je ne suis pas resté seul longtemps. Madame Leven d'un accent grave côté est venue. Puis Monsieur Asquin de deux portes plus loin. Ils n'ont pas dit grand-chose au début, se tenant juste là maladroitement, les yeux passant de moi à la maison. Finalement, Madame Leven a parlé. J'ai vu les photos, a-t-elle dit doucement. D'elle. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas que c'était si grave. Elle a hésité. Aucun de nous ne le savait. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'avais pas l'énergie d'expliquer. Il savait. C'était suffisant. Dans les jours qui ont suivi, le changement est devenu plus clair. Des voisins ont commencé à passer, non par pitié, mais en guise d'excuses silencieuses. Ils ont apporté des gratins, du courrier qu'ils avaient gardé pour Anne quand elle oubliait de vérifier sa boîte, même des albums photos qu'ils avaient conservés des pique-niques de l'église avec des photos d'elle souriante des années auparavant. Le récit se fissurait. Mais il n'y avait pas que les voisins. Un message est apparu sur mon téléphone tard un soir. C'était de Mélissa, ma cousine de l'Oregon. Quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis près d'une décennie. Ce que ta mère a fait, aucun de nous ne le savait. Nous sommes derrière toi. Je suis restée assise dans mon lit, fixant ce message, les larmes me piquant les yeux. Je n'étais pas aussi seul que je le pensais. Au moment où j'ai de nouveau rencontré l'avocat, mon esprit était plus clair. Il a examiné la convocation au tribunal avec moi, prudent mais honnête. Elle essaie de faire valoir que vous avez forcé le contrôle, a-t-il dit. Que Anne a été contrainte. J'ai dégluti difficilement. Y a-t-il une chance que je perde? Il y a toujours une chance, a-t-il dit. Mais la vérité compte. Concentrez-vous là-dessus. Il a exposé la stratégie clairement. Nous n'attaquons pas son caractère. Cela joue dans son récit. Alors que faisons-nous? Nous présentons la réalité d'Anne. J'ai hoché la tête lentement.
J'ai fini de les supplier de m'aimer correctement, ai-je dit. Je vais juste la protéger. Il m'a regardé, puis a finalement souri. C'est exactement ce que nous ferons. La veille de l'audience, le téléphone a sonné. Je m'attendais à un autre avocat, peut-être une offre de règlement de dernière minute. Ce n'était pas ça. C'était Vera. Sa voix était froide, désinvolte. Amène-la au tribunal, Céline. J'ai serré le téléphone plus fort. Non. Elle doit témoigner. Elle est malade. Elle est assez lucide pour dire en qui elle a confiance. Non. Mais la voix de Vera est restée calme. Je m'assurais que le tribunal l'entende. J'ai raccroché, mais au fond de moi, je savais que cela ne dépendait plus de moi. Le tribunal s'en fichait. Quand l'ordonnance officielle est arrivée, je suis resté assis seul sur le porche d'Anne pendant ce qui a semblé des heures. L'encre sur ce papier pesait plus que je ne pouvais l'expliquer. Anne devait comparaître au tribunal. Aucune exception. J'ai craqué cette nuit-là, silencieusement, dans la salle de bain où Anne ne m'entendrait pas. J'ai laissé les larmes couler jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal à force de retenir chaque son. Ma grand-mère était frêle, confuse la plupart du temps, et maintenant je devais l'habiller, la parader comme une preuve. Ce n'est pas la justice. Mais personne ne se souciait de ce que je pensais. Pas à ce moment-là. Le matin de l'audience, j'ai aidé Anne à enfiler un de ses vieux cardigans, le bleu doux. Elle a souri faiblement, ne comprenant pas pourquoi je l'habillais si soigneusement. Quand je lui ai mis ses pantoufles, elle m'a tapoté l'épaule comme un enfant réconfortant un parent. « Où allons-nous » a-t-elle murmuré. Je ne pouvais pas répondre. Le trajet jusqu'au palais de justice a été silencieux. Je l'ai regardé dans le rétroviseur, la tête appuyée contre la fenêtre, sa respiration embuant la vitre. À l'intérieur de la salle d'audience, Vera était déjà assise. Elle avait l'air impeccable. Son maquillage était parfait. Son tailleur avait l'air cher. Et son sourire narquois, il était parfait. Elle n'a même pas jeté un regard à Anne lorsque nous sommes passés. J'ai fait asseoir Anne à côté de moi dans la salle d'audience, ses mains posées sur ses genoux. Elle avait l'air perdue, et pendant un instant, j'ai détesté chaque personne dans cette pièce. Vera a été la première à la barre. Elle a parlé au juge du déclin d'Anne, de son inquiétude pour le bien-être d'Anne. Elle s'est dépeinte comme la fille dévouée, la soignante altruiste qui avait fait de son mieux jusqu'à ce que certaines influences extérieures, ces mots pas les miens, aient semé la confusion. Elle est fragile, a dit Vera doucement, fixant le juge dans les yeux. Mais elle m'a toujours fait confiance. Mon estomac s'est tordu. Puis le juge a demandé à Anne de s'approcher. Je me suis levé. Je l'ai aidée à se lever. Elle a trébuché une fois. Je l'ai rattrapée. Tout ce que je voulais faire, c'était dire non. Mais l'huissier attendait. Quand Anne est arrivée à l'avant, elle a fixé le sol, puis a regardé autour d'elle, déconcertée. Le juge s'est penché en avant. « Savez-vous où vous êtes aujourd'hui, Madame Sheridan ?» Anne a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Le sourire narquois de Vera s'est approfondi. Puis Anne s'est retournée. Elle m'a vu. Et à cet instant, juste pour cet instant, son regard s'est éclairci. Elle est la seule qui est venue. La pièce est devenue immobile. Pas silencieuse et immobile, comme le moment après qu'un verre est tombé avant qu'il ne touche le sol. Le visage de Vera a changé, juste légèrement. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Je n'avais plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Le juge s'est lentement rassis. Son expression a changé, s'est durcie. Anne a gardé son regard sur moi, sa silhouette frêle se balançant légèrement jusqu'à ce que l'huissier attrape son bras et la guide jusqu'à notre table. Le silence en disait plus que tout le discours de Vera. Quand le verdict est tombé, ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de coup de marteau. La tutelle reste à Céline Sheridan, a simplement dit le juge. Puis il s'est tourné vers Vera. Et ce que vous avez fait, a-t-il dit froidement, frise l'exploitation. Vera s'est levée brusquement, la fureur suintant de chaque parcelle de sa posture. Elle n'a pas parlé. Elle est simplement sortie, ses talons frappant le sol comme des coups de feu. Je ne l'ai pas suivie. Je suis resté où j'étais, tenant la main tremblante d'Anne. Quand nous avons quitté le palais de justice, je les ai trouvés qui attendaient. Des cousins, des voisins, des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Mélissa s'est avancée la première.
Tu as fait ce qu'aucun de nous n'a eu le courage de faire. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Ma gorge était trop à vif. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Ce soir-là, alors que j'installais Anne dans son fauteuil inclinable, enroulant la couverture autour de ses genoux, j'ai entendu quelque chose glisser par la porte d'entrée. Une lettre. Pas de nom sur l'enveloppe, mais je connaissais l'écriture. Vera. Je l'ai ramassée. Quoi que j'attende, ce n'était pas ce qu'il y avait à l'intérieur. La lettre n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je l'ai lue debout dans la cuisine, l'enveloppe tremblant légèrement dans mes doigts alors que je dépliais le papier. Il n'y avait pas d'excuses, juste des mots griffonnés, vifs et rapides, comme si elle les avait écrits sans reprendre son souffle. Tu as toujours été la préférée de mamie. C'est ainsi qu'elle commençait. Pas de chère Céline, pas d'explication. Elle écrivait sur l'envie comme si c'était un simple fait. Comment, en grandissant, elle avait toujours eu l'impression qu'Anne voyait quelque chose en moi qu'elle n'avait jamais donné à Vera. Comment elle pensait que si elle pouvait prendre tout ce qui était lié à Anne, la maison, l'argent, les photos de famille, même les histoires de famille, peut-être que ce sentiment d'être indésirable s'estomperait enfin. Mais ce n'est jamais arrivé. Elle n'a pas dit pardon. Pas une seule fois. Et à la fin, tout ce que je ressentais, c'était de la tristesse. J'ai plié la lettre tranquillement, la glissant au fond du tiroir près de l'évier, à côté de la vieille boîte d'allumettes qu'Anne utilisait toujours. Le lendemain matin, Anne ne se souvenait plus du tribunal. Quand je l'ai aidée à s'asseoir, ses yeux se sont tournés vers moi. « Maman » a-t-elle murmuré. Je ne l'ai pas corrigée. Je me suis juste assise sur le bord du lit, tenant sa main dans les miennes. Peu importait comment elle m'appelait. Dans son monde, j'étais celle en qui elle avait le plus confiance. Cet après-midi-là, j'ai commencé à enlever les décorations de Vera, les lourdes photos encadrées dont elle avait rempli la maison, des photos d'elle-même, de réunions de famille mises en scène auxquelles je n'avais pas été invité. Une par une, elles ont été retirées des murs. À leur place, j'ai remis les vraies, des photos de grand-père, d'Anne quand elle était jeune et radieuse, et dans le coin d'un vieux cadre, une photo que je n'avais jamais vue auparavant. Une photo de moi enfant, sans mes dents de devant, debout maladroitement à côté d'Anne. Elle souriait. Moi non. J'ai accroché cette photo au-dessus de la cheminée. Plus tard cette semaine-là, les appels téléphoniques ont commencé. Des cousins, des gens qui n'avaient jamais pris parti auparavant, qui prenaient soudainement des nouvelles. Des conversations discrètes qui ne mentionnaient pas Vera, mais qui disaient tout. Je ne leur faisais pas confiance, pas entièrement, mais je répondais. Les mois qui ont suivi n'ont pas été dramatiques. Pas de bataille judiciaire, pas de messages vocaux en colère. Vera a disparu de la circulation. Qu'elle ait eu honte ou qu'elle soit simplement fatiguée de perdre, je ne le savais pas. Mais le silence semblait plus lourd que ces mots ne l'avaient jamais été. Et puis, presque sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé à organiser un dîner. Pas celui que j'avais annulé tous ces mois auparavant, quelque chose de plus calme. Une petite table dans un restaurant local, quelques collègues, 2 cousins qui ont tenu leurs promesses et sont venus. Pas de discours, pas de grand toast. Mais Anne était là. Elle était assise à côté de moi, mangeant de petites bouchées de gâteau au chocolat, ses yeux brillants pour une fois. Elle ne savait pas pourquoi nous célébrions, mais elle a ri quand le serveur a allumé une bougie, pensant que c'était pour elle. Je l'ai laissé le croire. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, après avoir couché Anne, je suis resté seul dans la cuisine. La maison était silencieuse. J'ai allumé une petite bougie d'anniversaire. Pas pour moi, ni même pour ce dîner. Pour elle. Joyeux anniversaire, mamie, ai-je murmuré. Et dans ce silence, j'ai enfin compris. Je n'ai pas gagné. Je n'en avais pas besoin. Il n'y avait plus rien à prouver. La paix n'était pas quelque chose que j'avais gagné au tribunal. C'était le choix de cesser de courir après l'amour de personnes qui n'avaient jamais su comment le donner. J'ai regardé la silhouette endormie d'Anne, sa respiration douce et régulière, et j'ai réalisé que parfois, la famille est la seule personne qui n'arrête jamais de vous attendre. Qu'auriez-vous fait ?